Salut à tous, bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu différent. Freedom, le chemin de fer clandestin. Un jeu de Brian Mayer, développé par Academy Games et édité en français par Asynchrone. Ce jeu a été multiprimé. Alors, je ne sais pas l'année de ses prix, mais il a été vainqueur du jeu à thème de l'année GameQuest, du jeu coopératif de l'année Dice Tower et du jeu historique de l'année délivré par The Wargamer. Ce jeu traite de l'esclavage au XVIIIe siècle en Amérique du Nord. Donc la traite des Noirs en Amérique du Nord, un jeu osé, on va dire, un thème osé, qui peut être clivant, qui ne plaît pas à tout le monde, en tout cas moi qui me parle et auquel j'avais vraiment envie de me frotter. Il faut savoir que c'est un jeu difficile, non pas dans les règles, mais dans le gameplay. C'est un jeu extrêmement difficile. J'ai fait une toute petite partie test pour regarder un petit peu le fonctionnement lors de la lecture des règles. Le jeu me paraît extrêmement tendu, en effet. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous lire un petit texte de présentation proposé par le livret de règles qui permettra à chacun de se faire son idée, je voulais également vous montrer quelque chose. Voilà, vous commencez à voir la boîte. Ça. Et oui, en effet, vous êtes plusieurs à m'avoir sollicité pour me demander si j'allais proposer une partie de Gloomhaven, du Gloomhaven, du méga jeu, du superlatif du jeu de plateau, Gloomhaven. Donc la réponse évidemment est oui. J'ai le plaisir de détenir un exemplaire que je me suis offert cette année. Et bien voilà, j'ai pas résisté aussi à la tentation de fabriquer moi-même les décors, puisque j'ai aussi la chance d'avoir une imprimante 3D, donc je me fais plaisir. Et en me faisant plaisir, j'espère vous régaler, puisque je vous proposerai une partie avec les décors adaptés au scénario quand je les aurai terminés. Voilà, donc bientôt une partie de Gloomhaven sur Elric Studio Jeux de plateau, avec ses personnages peints, mais également les décors. Voilà. Donc bon, je pense qu'on s'amusera bien à ce moment-là. C'est pour bientôt. Mais tout de suite, repassons à Freedom, le chemin de fer clandestin. Bien, donc je voulais vous lire ce petit texte de quelques lignes, mais qui précise bien l'intention de l'auteur. L'esclavagisme et ce qu'il implique a été un point de discorde entre les Américains, et ce depuis la fondation des États-Unis. Heureusement, grâce aux efforts d'hommes et de femmes à travers tout le pays, l'esclavagisme a été aboli. Dans Freedom, le chemin de fer clandestin, les joueurs endossent le rôle de ces courageux abolitionnistes. Ils vont tenter d'abolir l'institution de l'esclavagisme en influençant les événements majeurs de cette période, en levant des fonds pour la cause abolitionniste et en aidant les esclaves à se frayer un chemin vers la liberté, le Canada. En quelques lignes, l'auteur nous reprécise son intention. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne met pas un mouchoir sur l'histoire des États-Unis. Je pense que Brian Mayer est américain, de natif. Il ne met pas un mouchoir sur cette histoire des États-Unis qui aujourd'hui encore influence les relations dans la société américaine. Au contraire, il a décidé d'en parler, de l'assumer, de le partager. Et le vecteur du jeu lui a paru certainement très naturel quand il a fait ça. Je ne pense pas que l'intention soit purement mercantile. En tout cas, je ne vois pas comment on peut avoir une intention purement mercantile en abordant un tel sujet, puisqu'on sait que la question aujourd'hui encore est très sensible. Dans toutes les sociétés, d'ailleurs, il n'y a pas qu'aux États-Unis. On pourrait proposer le même thème en Europe. Ce serait pareil.
et intéressant, mais tout aussi clivant et sensible. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de proposer ce jeu. Je n'y ai jamais joué, j'ai simplement un petit peu manipulé le mécanisme pour voir un petit peu comment ça se passait, en faisant un peu n'importe quoi en plus, parce que je me suis rendu compte que voilà, il y avait dans une partie solo un setup bien précis. Les règles par contre dans le fonctionnement sont globalement les mêmes que dans une partie multi, mais voilà, il y a quand même quelques spécificités à respecter, notamment en termes de ressources où celles-ci sont adaptées à la géométrie soloiste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite découvrir le plateau, et puis on va aussi prendre le temps de regarder le matériel en installant, parce que le jeu le mérite, je pense, même si c'est pas un jeu tout à fait récent. On ne trouve pas tant de vidéos que ça sur YouTube qui l'abordent. Et voilà, moi j'avais envie de le faire, d'autant que j'ai vu que ce soit dans des chaînes que je suis ou sur des forums, etc., des commentaires qui souvent réclament aux youtubeurs des parties de Freedom. Et je crois que dans les parties regardables, il y a un de nos cousins canadiens qui en propose une qui est intéressante. Et là, j'ai plus le nom de la chaîne en tête. Je le remettrai dans la description, je remettrai le lien, je vais lui rendre ça bien volontiers d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas tant de parties que ça qui sont intéressantes et regardables. Alors je ne sais pas si le jeu va s'y prêter, mais de toute façon, j'avais quand même envie de le proposer. C'est vrai que sur Elric Studio, on aime bien raconter une histoire. Enfin, bon, j'essaye, c'est pas évident, mais j'essaye. Là, on va voir si le jeu le permet. D'autant que c'est vrai que les esclaves dans ce jeu sont voilà, représentés par des petits cubes en bois comme ça. Ce qui ne va pas être toujours très simple à rendre, à humaniser en tout cas. Voilà. Mais bon, je pense que la thématique, de toute façon, va d'elle-même parler à ceux qui ont envie de regarder ce type de vidéo. Et puis voilà, puis on s'y fera ces petits cubes là. On va y faire attention malgré tout, puisque ils vont symboliser les esclaves. Voilà, en partant des lieux de récolte du sud des États-Unis, on va les disposer comme ça dans les zones de récolte. Et puis, eh bien, ils vont être amenés à parcourir les villes du sud des États-Unis, là, qui sont montrées par la zone verte, pour essayer d'arriver dans des contrées plus favorables à l'abolitionnisme à l'époque, qui s'étendent dans le nord des États-Unis, pour ensuite passer jusqu'au Canada, terre de liberté à ce moment-là. Voilà, donc 3 zones qu'il va falloir parcourir pour recouvrer cette liberté perdue, alors que les esclaves, eux, arrivent par bateau, certainement. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la zone du marché aux esclaves a été implantée du côté de l'océan. Voilà, et qui débarquent et qui découvrent les terres américaines alors qu'ils sont des marchandises, voilà, mis à disposition des propriétaires terriens par les marchands d'esclaves lors de leur débarquement. Alors on peut imaginer que ce sont des marchés à proprement dit, ou alors des bateaux qui arrivent les uns après les autres. Mais là encore, on va les remplir des esclaves qui ont été arrachés à leur terre natale et africaine pour beaucoup, pour remplir les cales de ces bateaux, comme s'il s'agissait de poivre et d'or. Ouais, c'était assez fou comme époque quand on y pense un petit peu. Voilà, ce jeu, moi je trouve, a le mérite déjà de nous faire réfléchir à la condition humaine, ce qui n'est pas si fréquent dans un jeu. Encore que.
Ça dépend de la manière dont on se projette aussi dans le scénario. En tout cas, voilà comment débarquent les esclaves sur la terre américaine, voilà, en arrivant comme ça dans les bateaux et en étant tout de suite proposés aux acheteurs éventuels par les marchands d'esclaves. C'est comme ça que ça se passera. Donc en mode solo, eh bien, on va sélectionner les cartes marché aux esclaves correspondant au nombre de joueurs. Hein. Donc en fait, ça veut dire que j'ai laissé un certain nombre de cartes dans la boîte qui ne serviront pas pour la partie en mode solo. Voilà, il y a pas mal de choses d'ailleurs qui restent dans la boîte, mais pour s'adapter à la géométrie choisie. Voilà, donc c'est pas forcément gênant puisque sinon on utilise l'ensemble du matériel et l'ensemble des règles. C'est même, il n'y a aucune différence en fait. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Oui, alors forcément, je vous ai présenté donc déjà en priorité les esclaves, le marché aux esclaves, la carte des États-Unis et la façon dont les esclaves vont pouvoir se sauver, donc regagner leur liberté en allant au Canada. Bien sûr, pour regagner le Canada, ils vont devoir suivre des routes qui sont indiquées sur la carte. Ces routes relient entre elles des villes, des grandes villes, symbolisées par les macarons illustrés, donc soit avec des constructions. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est une récolte, donc c'est un point remarquable. Les grandes villes sont plutôt, voilà, celle-ci par exemple. Ici, on a Cincinnati. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on a Cincinnati qui est illustré là, Newport. On a également Cleveland, Détroit, Chicago, un peu plus haut. Voilà. Non, Chicago est où? Non, Chicago, n'importe quoi, c'est à l'ouest. Washington, New York. Enfin voilà, on a Washington DC, New York. Voilà, on a d'autres villes qu'on va croiser de toute façon, Boston, voilà, qu'on va croiser. Mais donc les villes principales sont des macarons illustrés. Et puis, comme vous le voyez à l'image maintenant, nous avons deux types de routes. Nous avons des routes comme ça, sur lesquelles sont tracés des petits pointillés, uniquement des petits pointillés gris-bleu. Et puis des routes qui comportent des couleurs différentes et des symboles différents, des symboles géométriques différents. Ces routes-là sont les routes des chasseurs d'esclaves, c'est-à-dire qu'elles vont être parcourues par des chasseurs d'esclaves qui sont représentés dans le jeu par des pions de différentes formes et de différentes couleurs qui correspondent. Par exemple là, on a sur cette route-là le chasseur orange. Le chasseur orange va lui démarrer de Chicago et va parcourir le pays d'est en ouest en empruntant cette route et uniquement cette route. Et on se rend compte que, eh bien, du coup, déjà, il quadrille la zone d'une certaine façon et puis crée un espèce de barrage comme ça pour les esclaves qui essaieraient de se sauver en passant d'ouest en est, en l'occurrence, et donc en passant par la route que garde en quelque sorte ce chasseur. Mais il n'y a pas qu'un chasseur, il y en a plusieurs. On a le chasseur violet, c'est un espèce d'ovale comme ça, qui va démarrer lui de Washington DC, et la route du chasseur ovale, elle, a un autre tracé, et vient parcourir comme ça, et créer un maillage de cette frontière entre le nord et le sud, qui va encore ralentir et limiter la progression de nos esclaves fugitifs. On en a un autre pentagonal. Et donc, lui, il va démarrer de Détroit. Donc, il a la route bleue. Et là, on voit aussi que la route bleue, alors elle va du New Hampshire jusqu'à l'Iowa. Donc, il parcourt comme ça. Alors, lui, c'est une vraie barrière, quoi. On a l'impression que c'est quasiment infranchissable. On a le chasseur triangulaire jaune qui, lui, va démarrer. Il va démarrer d'où, lui? De Rochester. Et puis, on en a un autre
un gros cube marron qui lui va démarrer New York. Donc on voit en fait qu'on a déjà 5 chasseurs et que leur route quadrille complètement la carte. Donc en fait, les esclaves vont devoir se frayer un chemin à travers cela, puisque s'ils rencontrent le chemin, s'ils croisent le chemin d'un des chasseurs, ils seront au mieux capturés et au pire tués. Ce qui fait que leur périple se transformera en péril. Voilà. Donc bon, ça. Et quand on voit le maillage, on comprend tout de suite que le jeu est compliqué. Hein. Parce qu'on voit que ça part dans tous les sens. Et les chasseurs progressent sur la carte de 2 façons. C'est l'occasion d'en parler. À chaque tour, on va commencer par lancer les dés. Les dés comportent pour l'un d'entre eux le symbole du chasseur et de l'autre côté des flèches, soit blanches, soit noires. Les blanches correspondant à un trajet vers l'ouest et les noires un trajet vers l'est. Et donc forcément correspondent aussi à un nombre d'unités de déplacement. Et les unités de déplacement pour les chasseurs dans ce jeu sont, par exemple, si on tombe sur le dé orange et qu'il fait 2 flèches noires, eh bien il va se déplacer de 2 villes, de 2 cases vers l'est. S'il tombe sur des flèches blanches, il va se déplacer de 2 cases vers l'ouest. Évidemment, s'il rencontre des esclaves sur l'une des cases où il s'arrête, eh bien, là, si on prend cet exemple-là, eh bien, il s'en empare d'une manière ou d'une autre. Et là, l'esclave est perdu pour nous et va dans la tuile objectif, voilà, qui est celle-ci. Voilà. Alors, on a les tuiles objectifs, en fait, qui fixent l'objectif de victoire, qui est de libérer 5 esclaves, donc de les emmener jusqu'au Canada, mais qui reprécise également une des conditions de défaite, à savoir perdre 12 esclaves. Donc, si jamais un des esclaves est capturé, là, dans notre exemple, il a été capturé par le chasseur orange, eh bien, on mettrait notre esclave dans les geôles, on va dire, de cet endroit. Et donc, on viendrait recouvrir une des cases. Et si on arrive à recouvrir toutes les cases, eh bien, on perd la partie, hein, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un jeu complètement intransigeant, au même titre que devaient l'être les chasseurs d'esclaves. On peut l'imaginer, puisque pour faire ce métier, il fallait quand même ne pas avoir trop d'état d'âme, on va dire. Donc voilà, donc un jeu qui se promet d'être tendu. Alors au niveau du matériel, on a déjà vu la partie comme ça, un petit peu dynamique du jeu qui va se mouvoir à chaque tour. Alors pour les autres règles de mouvement des chasseurs, en fait, ils sont générés lorsqu'un esclave quitte une récolte et se meut comme ça sur la carte. Par exemple, dans ce cas-là, si l'esclave bouge d'une case, eh bien, il croise la route, là encore, du chasseur orange, eh bien, dans ces cas-là, il alerte le chasseur orange et le chasseur orange va se déplacer d'une case vers lui. Donc là, dans ce cas-là, l'esclave n'est pas capturé, mais on peut imaginer que si, par malchance, un autre esclave recroise la route du chasseur orange et alerte de nouveau le chasseur orange, eh bien, celui qui se situe, si un esclave se situe à une case de lui, il sera forcément capturé, voire tué. Alors que cet esclave-là n'avait pas cette intention. Hein. Il avait l'intention seulement de passer son chemin, mais il a généré des événements malgré lui. Quoi. Voilà. Et du coup, il va falloir essayer de tenir compte de tout ça pour limiter l'impact des chasseurs sur nos fugitifs et pas seulement sur celui qu'on bouge, mais aussi sur celui qui pourrait croiser sa route en général. Donc voilà, une mécanique aussi fluide que impitoyable, je dirais, qui me paraît bien au service du jeu et de sa thématique.
Au niveau du matériel, on a également de l'argent qui va être un des mécanismes du jeu important, puisque en fait, il va symboliser le soutien obtenu par les abolitionnistes, pardon. Donc le soutien local, que ce soit au sud ou au nord, et on verra qu'on peut gagner de l'argent justement en obtenant des soutiens, mais que cet argent va aussi nous servir à obtenir des services et des soutiens qui seront bien utiles à la cause abolitionniste. Nous avons également des petits jetons comme ça, qui vont correspondre à plusieurs choses. Alors, les premiers jetons sont les jetons conducteurs, ceux-là. Voilà. Ils servent, quand on les utilise, à déplacer les esclaves. Donc on voit, ce jeton, par exemple, nous permet, à un certain moment de la partie, on va voir les jetons ont des couleurs, et ces couleurs correspondent à des époques. Donc là, à l'époque violette, ce jeton permettra de déplacer 4 esclaves de une case chacun. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est assez basique. Hein. Nous avons aussi des jetons qui s'appellent fundraising, donc c'est des actions de recherche de fonds, un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête, mais qui vont permettre aux abolitionnistes de gagner de l'argent en cherchant des soutiens locaux. Donc comment fonctionne ce jeton? Lorsqu'on le joue, en fait, on va regarder où sont placés nos esclaves fugitifs qui essayent de se sauver. Et s'ils sont placés dans des villes, alors là, je ne sais pas si c'est des villes bleues ou des villes vertes. Ouais, on va prendre celui-là plutôt. Donc si ce jeton montre un cube placé sur une ville verte, eh bien, dans ce cas-là, chaque esclave dans une ville verte va recevoir le soutien de personnes qu'ils vont croiser, et donc de quelques dollars en fait pour continuer leur progression. Donc on récupérera cet argent pour pouvoir en faire quelque chose, nous, au niveau du gameplay. Donc c'est un moyen d'obtenir des fonds. Donc voilà, ce sont les deux types de jetons qui vont nous aider à faire des actions. Et puis il y a les jetons support. Alors, je crois qu'ils ont un autre nom en français, là c'est support en anglais. Non, ce sont les jetons soutien, voilà, c'est ça. Et donc ces jetons soutien sont nécessaires pour progresser dans la partie. Notamment, c'est en achetant ce jeton soutien qui est assez cher que l'on fait progresser en fait la cause abolitionniste à travers les époques de progression politique en fait de la cause. Et donc chaque jeton nous permettra de débloquer une nouvelle étape, donc une nouvelle époque du jeu. À propos de ces époques, elles sont au nombre de 3. On les voit ici. Première époque de 1800 à 1839, deuxième époque de 1840 à 1859 et troisième époque de 1860 à 1865. Date ou veille de la déclaration de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc on voit que ces jetons vont se positionner ici, dans cette époque. On en aura un à chaque époque qu'il faudra acheter pour débloquer l'ensemble des époques les unes après les autres. À chaque époque, on a également un étage où l'on va positionner les jetons disponibles pour l'époque. Donc on voit que là, on aura un certain nombre de jetons disponibles pour la première époque, de jetons conducteurs. Nous aurons aussi quelques jetons disponibles pour la recherche de fonds, et ce à chaque époque. Donc on va disposer tout ça hors caméra. Avant cela, on va également à chaque époque déposer un paquet de cartes abolitionnistes comme ça, qui va en fait présenter 3 types de cartes: des cartes génériques, des cartes spéciales et des cartes opposition. Les cartes génériques et les cartes spéciales
constituant des actions possibles pour les abolitionnistes que nous allons représenter. Et les cartes opposition sont des cartes un peu voilà, défavorables à la cause. Alors, et on verra en fait pourquoi et comment ces cartes rentrent en opposition avec l'évolution de la cause abolitionniste. On verra que parfois, l'intention pourtant de la personne n'était pas de freiner la liberté des esclaves et était même de la servir, mais par des excès ou par des erreurs d'appréciation, eh bien, on arrivait à des catastrophes. Donc c'est assez intéressant. Ce sont des cartes qui... je vais pas les dévoiler parce que j'ai envie qu'on les découvre pendant la partie. Et puis, pour ceux qui vont se procurer le jeu, comme ça, vous aurez aussi une part de découverte importante, parce qu'on va en découvrir quelques-unes seulement. Il y en a un certain nombre. Là encore, j'ai pris pourtant uniquement le matériel qui concerne la mise en place solo. Et il en reste, hein, il en reste dans la boîte. Voilà, il en reste un petit paquet. Voilà, elles ont cette tête-là. Et donc ouais, c'est assez chouette parce qu'on a sur ces cartes des gravures un petit peu avec soit ou des photos ou des choses comme ça d'époque. C'est vraiment bien et ça participe à l'immersion. Moi j'aime beaucoup le design de ce jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il reste? Ah oui, il nous reste une zone. Donc là on mettra ces cartes réparties dans les 3 époques, mais à cet endroit-là, ça nous fera des tas comme ça. Et puis, on viendra révéler ces cartes à chaque fois à chaque tour, en fait, dans une rivière de cartes qu'on va positionner ici, et puis dans laquelle on pourra venir acheter ce qui nous intéresse, avec des coûts, évidemment, qui évoluent selon la position de la carte dans la rivière, sachant que les premières positions sont celles-ci. Voilà. Mais que celles-ci, en fait, sont pas chères, mais... ne sont pas stables puisque ces 2 cartes-là, en mode solo, sont retirées, sont défaussées à chaque tour, qu'elles soient, si elles ne sont pas achetées auparavant. Donc on a quand même une certaine pression pour gérer ces cartes abolitionnistes. Donc encore une difficulté supplémentaire dans le jeu. Voilà donc comment se présente le jeu dans sa globalité. On a vu tout le matériel quasiment, sauf ce qui concerne le personnage joueur. Donc je vous le montre tout de suite. Chaque personnage joueur dispose d'une fiche cartonnée joueur, comme ça. Donc on a l'illustration du personnage, on a 2 slots ici sur lesquels on va venir poser une carte rôle. Voilà. Et cette carte rôle, je vais les détailler tout de suite après, mais on voit qu'elle est raccord avec... le design des cartons, et puis une carte réserve qui nous servira à stocker des cartes qu'on aura achetées dans la rivière du plateau et qu'on ne souhaitera utiliser qu'à un autre moment par rapport au moment où on la pioche. Donc on pourra poser une carte ici et pas 2, ce qui fait que des fois on sera contraint à des choix. Voilà, donc sur ces fiches sont résumées les différentes phases de jeu en aide-mémoire. De l'autre côté, l'illustration de l'ensemble des abolitionnistes que l'on peut jouer. Alors, il y en a un certain nombre, et puis ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que sont des gens de la société civile ordinaire, un petit peu. Donc, on a un pasteur, par exemple, et je trouve les illustrations en plus super belles. On a un actionnaire, on a un agent, un prédicateur, un peu... qui fait un peu peur, je trouve. Une chef de station et un conducteur, et c'est une femme également. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais jouer encore. Je pense qu'on va tirer au sort ensemble après la mise en place. Avant de passer justement à cette mise en place, on va regarder simplement les cartes rôles, voilà, que l'on vient slotter ici sur le plateau. Et donc les cartes rôles reprennent les personnages avec leur nom et leur photo et indiquent les caractéristiques, enfin les compétences particulières de chaque personnage ainsi que leurs
compétence spéciale. La compétence spéciale ne peut être utilisée qu'une fois par partie. Lorsqu'on l'a utilisée, on tourne la carte et donc la compétence spéciale disparaît. Voilà, mais on dispose toujours du rappel des compétences particulières au personnage. Bien, écoutez, voilà, on a déjà abordé pas mal de règles et pas mal de l'ensemble du matériel. Donc on va pouvoir passer, je pense, au premier tour. Je voulais aussi vous montrer que sont fournies des aides de jeu complètes. Voilà, mise en place, séquence de jeu complète hein, avec toutes les phases. Et même des précisions sur les parties à 1 ou 2 joueurs, qui sont un peu spécifiques en matière de mise en place. Donc voilà, je fais la mise en place de tout le matériel. Ça prend pas tellement de temps, mais c'est pour raccourcir un peu la vidéo. J'ai privilégié la présentation et les explications de base. Et je vous retrouve tout de suite. La mise en place du matériel sur le plateau principal est terminée. Donc on a disposé tous les jetons, les cartes rouges. On va pouvoir tout de suite alimenter la rivière de cartes à partir de la colonne de la première époque, 1800-1839. Donc on y va. Donc première carte qu'on va mettre là. On a pioché un soutien des églises sudistes avec ce symbole. Donc celle-ci permet à chaque joueur de gagner 2 $, y compris le joueur qui achète cette carte. Elle coûte 1 $ à cet emplacement. On pioche une deuxième carte. Donc les cartes sont assez jolies. Donc Ripley, Ohio. C'est une ville certainement. Donc cette carte permet de déplacer 2 esclaves de une case et de ne pas alerter les chasseurs. Ce qui est indiqué en dessous, hein, déplacer 2 esclaves d'une case chacun, ces déplacements n'alertent pas les chasseurs. Voilà. La ville de Ripley, qui se situe au bord de l'Ohio, était un important nœud de réseau clandestin du fait de sa proximité avec l'État esclavagiste du Kentucky. Voilà, donc il y a un petit texte historique en dessous, qui est sympa. Je ne l'ai pas lu, le premier d'ailleurs. On va le lire, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement sur un jeu historique. Les églises étaient souvent les seuls endroits où les esclaves étaient autorisés à se rassembler. Elles permettaient aussi de faire passer le courrier. Ah, d'accord. Donc voilà, soutien des églises sudistes, on est à jour. On va continuer de piocher. Le Libérateur. On a une photo du journal, The Liberator. Prenez une carte de la file abolitionniste et placez-la sur le dessus de la pioche des cartes abolitionnistes de la période active. Ok. Prenez une carte de la file abolitionniste et placez-la sur le dessus de la pioche des cartes abolitionnistes de la période active. D'accord. Ouais, donc c'est pour ne pas perdre une carte qu'on ne pourrait pas acheter, par exemple. Carte suivante, voilà. Très chouette. J'adore, vraiment. Je trouve ça vraiment classe, quoi. Sainte Catharines. Bon, Sainte-Catherine. Ontario. Alors, cette carte permet de déplacer un esclave d'une grande ville nordiste directement au Canada. Donc si on parvient, alors une ville nordiste, hein, donc c'est celles qui sont situées dans la partie bleue du plateau. Si l'on parvient à amener un esclave ici notamment, eh bien on pourra tout de suite, grâce à cette carte, si on l'achète, le libérer et l'emmener au Canada. Donc ça c'est cool. Carte puissante, bon là elle vaut 2 $. Et dernière carte pour l'instant, séminaire théologique. Donc là des bâtiments en photo. Cette carte sert à déplacer 2 esclaves d'une case chacun ou acheter un jeton pour 2 $ de moins. D'accord, donc les jetons, on va y revenir là tout de suite, mais sont en fait les moyens d'agir, de déplacer des esclaves ou de gagner des fonds, ou encore de débloquer des époques. Voilà, donc là on a notre rivière de cartes complète pour le premier tour, pardon. Au niveau des jetons, justement, la mise en place est particulière pour une partie solo, pardon.
Donc voilà, c'est précisé dans l'aide de jeu en fait. Placez les jetons conducteurs gris sur les emplacements pour chaque période de manière à ce qu'ils soient en dessous de la pile, puis ajoutez le nombre de jetons nécessaires comme indiqué ci-après. Mais attention, on doit retirer du numéro 1 puisqu'on a déjà mis un jeton gris. Donc vous savez à peu près comment fonctionne la mise en place des jetons. Et puis il nous reste à tirer au sort un personnage, un abolitionniste, pardon. Donc on va mélanger les cartes et puis on va en tirer une sous la table au hasard. Parce que dans la règle, il est prévu que les cartes sont distribuées au hasard entre les joueurs. Donc voilà, on prend le prédicateur. Donc son action, ses actions propres sont de gagner 1 $ lors de la phase d'action. Donc à chaque fois qu'on démarre un nouveau tour et lors du tour, la phase d'action, on gagne 1 $. L'achat d'une carte abolitionniste coûte moins 1 $ lors de la phase d'action. Donc en fait, nous, on paye moins cher nos cartes. Donc lorsqu'une carte coûte 1, on la paye 0. Donc ça, c'est plutôt une action puissante, hein, puisque l'argent dans ce jeu a une place importante, bon, comme l'argent aux États-Unis à cette époque, mais aussi maintenant. Donc rien de surprenant à cela. L'action spéciale consiste à défausser une carte opposition, y compris une carte qui ne peut pas être achetée, de la file au début de la phase action. Ignorez les effets de cette carte. Cette action permet de neutraliser les cartes opposition, sauf qu'on peut la faire qu'une fois par partie, puisqu'une fois que c'est réalisé, hop, on tourne et l'action disparaît, comme je l'indiquais au début. Nous sommes prêts. Quasiment. Voilà. Donc on va mettre sa carte action ici. Dans les parties multijoueurs, on met le pion lanterne. On donne le pion lanterne au premier joueur, et puis celui-ci est transmis à chaque joueur. Là, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque je joue en solo. Donc ce pion n'a pas d'utilité. C'est le seul élément du jeu qui n'a aucune utilité en solo. Donc tous les pions restants, on remet tout dans la boîte. Toutes les cartes, on remet tout dans la boîte. Et on démarre le premier tour. Donc comme je le disais, ce jeu est d'une réelle complexité, mais pas trop dans ses règles. Par ailleurs, le livret de règles est bien fait, dans le sens où il précise comment jouer. Voilà. Il précise également qu'une partie de Freedom se déroule en maximum 8 tours, et que chaque tour comprend 5 phases. Donc on va découvrir chacune de ces phases les unes après les autres. La première phase est la phase chasseur d'esclaves, pendant laquelle ils bougeront en lançant les dés. La deuxième phase s'appelle la phase organisation, c'est celle où on va acheter des jetons. La troisième phase est la phase action, où là on va décider de ce que l'on fait avec nos moyens. La quatrième phase est la phase marché aux esclaves. Et alors là, je reprécise, donc la phase marché aux esclaves, en fait, verra des esclaves vendus aux plantations, et les esclaves vendus du marché viendront compléter ici les cases libres dans les plantations. Si il n'y a pas suffisamment de cases libres permettant de caser les nouveaux esclaves, eh bien ces esclaves seront perdus. Donc on a la pression à chaque tour, ça c'est certain. Donc il va falloir faire en sorte que nos esclaves se sauvent rapidement pour que des places se libèrent dans les plantations, que des nouveaux esclaves arrivent et qu'on puisse à nouveau leur permettre de s'échapper. Si on ne fait pas ça, en fait, ils vont être condamnés parce qu'ils vont être en surnombre et voilà, ils vont souffrir de malnutrition, de maltraitance, de problèmes sanitaires. Ils vont être voilà, en fait, c'est pour montrer que s'ils sont en situation de surpeuplement des plantations, eh bien, il y a des diseases, quoi. Il y a des fléaux qui vont s'abattre sur eux, en fait. Tout est pensé comme ça, d'ailleurs. Hein. Et le mécanisme n'est pas plaqué, pour le coup. Il est calé sur l'histoire, en fait, de chacun de nos petits esclaves, là, qui sont dans ces situations
extrême. Donc je trouve ça intéressant. Et la dernière phase est la phase lanterne. Et on reviendra dessus à ce moment-là. C'est une phase qu'on peut dire de maintenance, par exemple. La phase lanterne, voilà, va assurer la rotation des cartes, par exemple. Mais on y reviendra au moment opportun dans le tour. Ok, bon, on va se jeter à l'eau. Donc, on va suivre le livret de règles hein, dans un premier temps. Et on aura toujours nos aides de jeu qui nous permettront de ne rien oublier. Alors, allons-y. Donc, premier tour, nous avons 5 séquences, enfin 5 phases dans la séquence de jeu. La première phase est la phase chasseur d'esclaves. Donc, le meneur lance les dés chasseur d'esclaves. Voilà. On lance les dés et là, on va voir ce qui se passe. Eh bien, on obtient un triangle jaune et 2 flèches noires. Le triangle jaune correspond au chasseur présent à Rochester. Voilà, donc dans les États du Nord. Donc on voit que le Nord n'était pas, était pas du tout abolitionniste à cette époque. Hein. Il y avait peut-être une plus forte concentration, une meilleure situation, mais le Nord était encore dans le même système que le Sud. Donc les tensions qui existaient entre Nord et Sud, enfin c'est plus que des tensions, c'était une guerre civile, ne veut pas dire que l'esclavagisme était totalement aboli au Nord. Preuve en est, puisque c'est le berceau de ce chasseur. Donc il vient de l'État de New York et de Rochester. Donc le jet de dés indique qu'il se déplace de 2 unités de déplacement vers l'Est. Hein. Les flèches noires indiquent l'Est. Et on voit d'ailleurs sur le plateau, les flèches noires sont rappelées là. Donc le chasseur va pour le coup être alerté, mais il a un mauvais tuyau puisqu'il est déplacé de 1 et 2 vers l'Est. Donc il s'éloigne des plantations pour l'instant. C'est pas plus mal. Ça va nous laisser un peu plus de champ. C'est-à-dire que si le chasseur est amené à revenir, eh bien, il est un peu plus loin. Donc on va dire que c'est un bon jet de dés, si tant est qu'il y a des bons jets de dés dans ce jeu. Il est précisé que les esclaves capturés sont placés sur les cartes marchées aux esclaves, en commençant par en mettre un sur la carte du bas, donc la carte numéro 3, puis l'emplacement 2, et enfin 1. On recommence le cycle autant que de nécessaire. Donc quand on remet des esclaves, si ils se font attraper, eh bien on les remet en les répartissant sur les différents marchés. Là. Donc autant dire que après, il y a beaucoup de monde qui revient dans les plantations, et c'est là que les problèmes s'amplifient encore. Ensuite, on va passer à la seconde phase, qui est la phase organisation. Les joueurs peuvent prendre 2 jetons maximum de la période. Ok. On va prendre 2 jetons maximum. Alors, les jetons soutien, donc celui du haut, coûte 10 $. Au début du jeu, j'ai oublié de le dire, on va prendre de la banque. Chaque joueur a 8 $. Hein. Donc on a nos 8 $ au début de la partie. Voilà, donc on ne peut pas acheter ce jeton-là, pour l'instant en tout cas. Donc on ne peut pas acheter le jeton soutien qui coûte 10 $. Ils doivent tous être achetés pour gagner. Hein, voilà, ça c'est important. Lorsque tous les jetons d'une période ont été achetés, la période suivante est activée et devient la période en cours. Donc quand on aura acheté ce jeton, on pourra activer cette colonne, donc la période 1840-1859, et avancer. Les jetons conducteurs coûtent le prix indiqué au-dessus de leur emplacement dans le cercle jaune. Donc pareil, on peut acheter les jetons conducteurs. Donc là, on voit que sur la première période, ils coûtent 2 $, puis 3 $, puis 4 $. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Et puis les jetons levés de fonds, ceux-là, sont gratuits. Mais du coup, il y en a moins. On voit.
Et ceux-là ne sont pas gris, donc en fait, une fois qu'on l'a utilisé, il est défaussé, on n'en parle plus. Les jetons des 2 premières périodes octroient 1 $ pour chaque esclave sur une case sudiste verte. Et ceux de la 3e période octroient 1 $ pour une case de ville bleue. Donc nordiste, pas sudiste. Voilà comment fonctionnent les jetons. Donc là, sur la phase organisation, on peut en prendre 2 maximum. On a 8 $, donc on va prendre, sur la première période, on va prendre un jeton conducteur. Voilà, on va mettre à côté de nous. Et est-ce qu'on prend tout de suite le jeton collecte de fonds? Non, je vais essayer de faire venir un maximum d'esclaves sur les cases vertes pour faire un maximum d'argent, pour pouvoir l'utiliser après plus facilement. Du coup, là, pour l'instant, on a 2 jetons disponibles, 2 jetons qui vont nous permettre de déplacer des esclaves, de conduire des esclaves à travers le sud des États-Unis. Et on voit que du coup, c'est le jeton gris qui apparaît, du coup on pourra en prendre qu'un à la fois. On ne disposera que d'un jeton déplacement pour les prochains tours. Donc on voit déjà que le jeu est très restrictif en matière d'action. Voilà, notre phase organisation est terminée. Nous passons à la 3e phase, la phase action. Lors de la phase action, chaque joueur, en commençant par le meneur puis dans le sens horaire, effectue les différentes actions souhaitées dans l'ordre de son choix. Alors, on peut soit passer son tour et collecter de l'argent. Si on renonce à toute action, alors on prend 3 $ pour la première période, 4 $ la seconde et 5 $ la 3e. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce qu'il y a peut-être un moment où on sera bloqué au niveau argent. On n'aura pas le choix de passer son tour, mais bon, c'est quand même coûteux, donc on va éviter. Et puis sinon, les actions consistent à jouer des jetons. Vous pouvez jouer un maximum de 2 jetons, que ce soit conducteur ou levé de fonds. On va jouer notre premier jeton. Donc on peut déplacer 3 esclaves de une case. Évidemment, on va partir des plantations. Les cases rondes là, des plantations ne sont pas des endroits où on peut stocker des esclaves. Il faut tout de suite passer à une ville ou à une case verte. Alors on a 3 esclaves comme ça qui peuvent bouger. Donc on y va. Premier esclave, il va aller là, à Charleston. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est qu'il faut bien aller quelque part. Donc avec le conducteur, là il part à Charleston. Je vois qu'il y a un chemin ici, mais payant. On prend un bateau pour aller dans le Delaware jusqu'à Philadelphie. Mais bon, je ne sais pas si je vais faire ça. Après, on peut aller plus haut jusqu'à Boston. Mais là, c'est pareil, au niveau des chasseurs, il y a du monde déjà. Donc, c'est déjà tendu, quoi. On a peu de latitude et en plus, c'est payant. Alors, il faut que Et Charleston ne rapporte pas d'argent. Ah si, c'est une case verte. Si, c'est une case verte. Donc, on pourra peut-être lever des fonds à ce moment-là. Ensuite, deuxième esclave qui va essayer de partir. Alors lui, si on part là, on alerte tout de suite le chasseur qui vient de New York. Bon, ça fait qu'il arriverait jusqu'à Philadelphie. Bon, c'est encore jouable. Allez, on va faire ça. Donc, un autre jeton. Hein. Ces cases ne comptent pas, je l'ai dit. Et par contre, ici, le chasseur est alerté et prend la route pour suivre les traces de notre esclave là, qui essaye de passer par la Géorgie. Ah bah il veut essayer d'aller jusqu'à Ripley. Voilà, Ripley est là. Cherché tout à l'heure avec la carte. Et un troisième esclave va partir des plantations de l'ouest du Texas, de l'état du Texas. Parce que là on est parti de la Floride hein, principalement. Et puis il va prendre la route de l'Arkansas. Hop, allez vas-y, c'est parti. Voilà. Et bien voilà, ça y est, on a trois esclaves sur la route. Bon,
Donc ils sont exposés. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il ne déclenche pas de mouvement de chasseur puisqu'il n'est pas sur une route connectée à l'un d'eux. On est encore un peu protégé, mais il va falloir rapidement libérer ces cases-là. Voilà. Donc on a joué un premier jeton. Voilà la configuration. Donc notre premier esclave à Charleston n'a pas déclenché de mouvement de chasseur. Notre esclave là, au nord de la Géorgie, non, il est en Caroline du Nord plutôt. Lui a déjà alerté ce chasseur new-yorkais. Et puis ensuite, on a un esclave parti du Texas qui est déjà en Arkansas. Bon, pour l'instant, ça va. On a un deuxième jeton à jouer. Est-ce qu'on est obligé de le faire? De toute façon, on a intérêt parce qu'on a un gros marché là qui arrive avec beaucoup d'esclaves et il va falloir de la place dans nos plantations, sinon on va être vite embêté. On voit d'ailleurs que cette plantation est petite et je pense que un des problèmes récurrents, c'est la gestion de cette plantation qui est étroite, quoi, qui est pas très grande, ou en tout cas où les conditions sont beaucoup plus difficiles. On est en Mississippi, en Alabama, c'est le berceau un petit peu de l'esclavagisme, on va dire, à cette époque, évidemment. Et on voit que les conditions sont plus rudes ici. Moi, c'est cette lecture que j'ai. Hein. C'est que c'est pas des plantations plus petites, mais des conditions beaucoup plus rudes. C'est pour ça qu'on a des petits terrains. Et à mon avis, on va avoir des sujets ici. Et d'ailleurs, on voit que pour partir, on est tout de suite sous pression, là, puisque les routes des chasseurs sont très proches. Et qu'on a peu d'options. Donc ça va être chaud. Très chaud. Donc moi, j'ai envie tout de suite d'essayer de faire de la place dans cette plantation, parce que si nos esclaves partent maintenant, ils auront peut-être une chance de passer là par l'ouest. C'est ce que je me dis, parce que les chasseurs sont loin, quoi. Bon, on est toujours sur notre premier tour. Alors ouais, je réfléchis beaucoup, je me pose des questions, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va gagner pour autant, mais ouais, le jeu met la pression directe, en fait. Donc là, j'ai trois esclaves à bouger. Alors, le premier, il va partir de la plantation d'Alabama, là. S'il se dirige là, il fait bouger le chasseur orange là-bas. Non, jaune, qui est loin là-bas. Bon, est-ce que c'est grave? Pas pour l'instant, on va y aller. Il faut en profiter, il est loin. Allez, on y va. Vas-y. Par contre, le chasseur bouge. Et puis l'autre, évidemment, ils vont pas rester ensemble parce que ils risqueraient de se faire capturer au même endroit. Ce serait une erreur, je pense, tactique. Donc le suivant va prendre la route de l'Est, sachant que c'est quand même pas génial puisque on va rapidement croiser le chemin de nombreux chasseurs. Et je pense que lui a plus de chances de s'en sortir que lui déjà. Bon, j'ai combien d'esclaves là qui sont sortis? Il m'en reste un à bouger. Alors j'ai déjà un problème. Puisqu'on en a bougé 5 là en tout. Et que les pions conducteurs nous autorisent à en bouger 3 chacun. Donc il nous reste un esclave à bouger. Lui, je pense qu'il va avancer. Hein. Mais du coup, il va alerter ce chasseur-là. Ouais, il va arriver sur la route violette. Mais tant pis. Ouais, alors route violette, ça veut dire que lui, il va se déplacer, qu'il va arriver au nord de Ripley. Il va barrer la route de notre gars ici. C'est chaud. On vient à peine de commencer, c'est déjà tendu. Bon, vas-y quand même, tu as une chance. Vas-y, allez. On va prendre le risque. De toute façon, je pense qu'il y a une gestion de prise de risque permanente dans ce jeu. Cet esclave bouge de 1 du coup. On a fini de bouger nos trois fugitifs. J'espère que ça va aller. Alors on voit, bon, c'est logique en matière de répartition. J'essaye d'éviter les chasseurs, d'en rester le plus éloigné possible au maximum, mais je pense pas que ça dure. Il va falloir essayer de croiser leur route sans se faire choper. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Phase action, donc on a joué des jetons, c'est bon.
Si un chasseur esclave termine son mouvement sur une case où se trouvent des esclaves, ils sont capturés. Non, c'est pas le cas. On peut jouer des jetons levés de fonds, mais on n'en a pas. On peut acheter une carte abolitionniste. Ah, ouais. Alors, on va faire ça. Moi, j'ai envie d'acheter ça, là, comme ça. Elle coûte 1. Et avec le prédicateur, ça nous coûte 0. D'ailleurs, j'ai pas pris le dollar en début de tour. Je le prends. Donc, si j'achète la carte replay, on peut déplacer 2 esclaves de 1 mouvement sans alerter les chasseurs. Ça pourrait être pas mal. Ouais, bah, je vais prendre ça, là, instinctivement. De toute façon, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, avec la carte replay, Ohio, que va-t-on faire? Déplacer 2 esclaves d'une case chacun. Ces déplacements n'alertent pas les chasseurs. Ouais, bah, j'ai envie de déplacer comme ça instinctivement. C'est vraiment instinctif. Hein. Pour le coup, j'ai pas de stratégie. Pour l'instant, j'ai envie de déplacer ces deux-là. Et en plus, ce que je me dis, c'est qu'ils arrivent sur des villes et Saint-Louis rapporte 2 $. Et cette ville-là, plus petite, rapporte 1 $. Je vérifie dans la règle. Alors, lorsqu'un esclave a terminé son déplacement, cela a 2 conséquences. Premièrement, si la case dispose d'une valeur en dollars, le joueur qui vient d'y déplacer l'esclave gagne le montant indiqué. Donc, si, grâce à ma carte replay, je déplace notre esclave là, enfin l'esclave, si je déplace ce gars-là ici, on prend 1 $. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on va faire. Et on va prendre 1 $ qui servira après pour la cause abolitionniste. Ça symbolise justement le soutien à la cause. Hein. Le fric qu'on prend là. Et puis cet esclave-là va arriver jusqu'à Saint-Louis. Et donc Saint-Louis soutient aussi la... Enfin, on trouve des gens qui nous aident et donc qui nous donnent aussi de l'argent. Et là, on prend 2 $. Dans les grandes villes, on peut faire arriver 4 esclaves. Par contre, dans les petites villes, on peut ne faire stationner qu'un seul esclave. Si un esclave arrive dans une case, dans une ville déjà occupée par un esclave et qu'il n'y a plus de place, eh bien, l'esclave est immédiatement capturé. Ben ouais, en fait, il est remarqué, il est balancé, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ben, il se fait attraper. Donc, il faut vraiment qu'on trouve un fonctionnement. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait de mieux, hein, parce que du coup, j'ai pas libéré de place ici. Bon, je libère un peu là le champ pour cette plantation-là. Et puis là, on a aussi quelques options, mais ça va être tendu au prochain tour déjà. Alors, l'avantage, l'énorme avantage de cette carte, c'est que nos 2 déplacements n'ont pas du tout alerté. Ils ont été très discrets. Là, on a eu des filières de conducteurs très très fiables. Et les chasseurs n'ont pas connu nos mouvements. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ouais. Et du coup, bah, cette carte, on la défausse. Voilà, elle n'est plus dans le jeu. Donc, je la mets à côté du plateau. On ne la retrouvera pas. Déjà, ça c'est fait. Alors, quand on regarde là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 esclaves qui sont partis. Et on a combien de places? Alors là, les places plus sombres comptent. Les cases blanches sont réservées à la mise en place initiale du nombre d'esclaves dans les plantations, mais au prochain tour, on va pouvoir mettre des esclaves ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on a 10 places. Et là, il faut 6 places. Donc on aura un peu de marge, mais pas beaucoup, quoi. Pas tant que ça. Surtout que derrière, on a un deuxième bateau qui arrive, qui va alimenter le marché, et qui est plein à craquer, et où il y a déjà 5 esclaves de plus qui arrivent. Donc ça veut dire qu'on n'aurait plus de place là, en 2 tours. Donc il ne va pas falloir trop l'embiner. Donc on a acheté une carte abolitionniste. Bien sûr, alors pourquoi je l'ai tout de suite utilisée, c'est parce que c'est une carte
qui s'appelle une carte, alors je revérifie, une carte générique, et elle s'applique immédiatement. Voilà. Les cartes avec le fond blanc sont des cartes qu'on peut mettre sur notre emplacement de réserve et qu'on peut utiliser à des moments qui nous paraissent plus opportuns. On n'est pas obligé de les utiliser dans l'instant. On peut, mais on n'est pas obligé. Eh bien, on va passer à la phase marché aux esclaves, tout de suite. Donc on voit, c'est assez direct. On a pris beaucoup de temps, c'est vrai, mais au prochain tour, je pense que les choses seront plus en place et puis on pourra avancer de manière plus rapide. Mais bon, c'était important d'avoir la mécanique de manière détaillée comme ça, je pense. Alors, c'est ce marché-là dans lequel les esclaves sont achetés et du coup arrivent dans les plantations du Sud. Donc voilà, on a tout ce marché-là et on va devoir installer les nouveaux esclaves dans les plantations. Donc 1, 2, 3. J'ai pas envie d'en mettre au milieu parce que j'ai pas beaucoup de latitude. J'ai plus de latitude là, donc je vais en mettre là. 1 de plus, 4. Est-ce que je blinde celle-là? Ouais, je vais blinder celle-là, parce que là, je vais compter. 1, 2, 3. Là, sans bouger, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 possibilités. 4 ici. Sachant que ça ferait bouger quoi, là? 4, ça fait bouger le jaune. Si j'en mets un là, ça fait bouger 2 fois le jaune, il est loin. Si j'en mets un là, il n'y en a aucun qui bouge. Si j'en mets un là, ça fait bouger le violet. Le violet, il n'est pas très loin. Ouais. Et en plus, il bougera une deuxième fois. Donc 1, 2. Alors, il sera très près, mais bon, j'aurai peut-être pas le choix. Et si je bouge celui-ci, ah ouais, donc le violet va bouger 3 fois. Donc je pourrais pas en mettre un là. C'est une fausse bonne idée, ça. Ça, c'est une fausse bonne idée ici, là. Ça, c'est une arnaque. Parce que si j'en mets un là, tac, il se déplace une fois. S'il y en a un qui vient ici. Non, si lui, il bouge, tac, il se déplace une deuxième fois. Ah ouais, ça veut dire que lui, s'il part pas, enfin là, ça va être... Ah, c'est l'enfer déjà. C'est les échecs, hein. Ouais, Saint-Louis, c'est chaud. Saint-Louis, c'est chaud patate. Mais bon, j'aurais pas le choix. De toute façon, je le sais. Hein. Je le sais que j'aurais pas le choix. On va avoir des drames, c'est sûr. Donc, du coup, est-ce que j'en mets au milieu, là, pour qu'on ait 2 options? Parce que là, c'est pareil, c'est... Oh là là. C'est tendu. Ou alors, j'ai de la thune, je paye. Comme j'ai pas payé la carte, là, je vais payer pour qu'il parte. Par contre, je vais vérifier la règle. S'il arrive là ou là-bas, j'en sais rien. Mais ouais, je vais utiliser cette option parce que sinon, elle va me coûter. Mais sinon, on va être vite bloqué. Puis là, ça va s'emballer, ça va aller dans tous les sens. J'aimerais bien repousser pour essayer de garder ce couloir-là. Et permettre encore à des esclaves de passer là de manière un peu sereine, quoi. Alors, quitte à ce que je prenne des risques sur ces zones-là, un petit peu, pour ramener comme ça les chasseurs dans l'est du pays, quoi. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais devoir essayer de passer ici, mais en gardant de la latitude. Parce que nos esclaves peuvent toujours faire peuvent circuler. Par contre, ils n'ont pas le droit de revenir dans les plantations. Mais sinon, ils peuvent circuler entre les cases. Hein, c'est pas interdit. Ils peuvent aller et venir sans problème. Bon, ça va être risqué quand même. Mais au moins, ça conservera... ça va appâter les chasseurs d'esclaves. Et puis ici, ils pourront passer plus allègrement. Je vais essayer de faire un truc comme ça. On va voir ce qui se passe. Mais là, en attendant, j'ai encore 2 esclaves à passer et je ne suis pas plus avancé. Donc je vais blinder là-bas, tant pis. Et puis je vais en mettre un ici. Alors du coup, ça va... Parce que là, on risque... Ouais, j'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer. On va voir. Voilà, donc là, la phase marché aux esclaves est passée. Donc on va essayer de faire en sorte que les conditions
soit stable et que les conditions de vie ne restent pas, ne se maintiennent quoi, à peu près. Le temps qu'on fasse partir les esclaves loin d'ici, loin de ces plantations. Il y a 8 cartes marché par partie, une par tour. La partie peut être perdue ou gagnée avant le tour 8, mais si ce n'est pas le cas, elle s'arrêtera forcément à la fin du tour 8. D'accord. Donc là, du coup, on va, vu qu'il y a un emplacement libéré, on va descendre les cartes. Et donc, il y a un nouveau bateau qui pointe son nez. Pour l'instant, bon, alors, bien sûr, ils sont gavés d'esclaves, mais c'est des plus petits bateaux. Ce qui va peut-être nous permettre aussi de faire en sorte que les premiers s'en aillent, là, s'enfuient, et puis pouvoir accueillir les autres dans des conditions acceptables. En tout cas, qui assurent leur survie, quoi, le temps qu'on les emmène ailleurs. En tout cas, qu'on les accompagne. Je pense que c'était voilà, c'était juste ça. Après, ils se débrouillaient un peu tout seuls. Ok. Bon, on a fini le premier tour, je crois, phase lanterne. Durant la phase lanterne, la file abolitionniste est mise à jour. Ah oui, donc il reste ça à faire. Retirer les cartes présentes posées le plus à droite de la file. Alors en solo, en fait, on enlève ces deux-là. Donc là, on va perdre la sudiste. Et l'autre, on l'a acheté, donc c'est bon. Ensuite, lorsque vous jouez à 3 ou 4, retirez la plus à droite. Et lorsque vous jouez à seul ou à 2, les deux cartes les plus à droite. S'il s'agit de cartes opposition, alors on vérifie si leurs effets s'appliquent. Et ensuite, on glisse les cartes restantes vers la droite. D'accord. Ensuite, on pioche autant de cartes que nécessaire pour remplir la file en commençant par l'emplacement vide le plus à droite. Une seule carte d'opposition peut venir s'ajouter à la file. Mettez de côté les cartes opposition piochées en excès. D'accord. Dans la pioche de la période active et mélangez les cartes. Bon, donc là on complète. Là on n'a que la première époque d'activer, donc on complète. C'est encore une carte. Comment elle s'appelle déjà? Carte générique. Et encore une carte générique. On a du bol pour l'instant. On n'a pas de carte opposition qui vient contrecarrer nos plans. C'est pas mal. Alors, les deux cartes qu'on a prises, c'est John Greenleaf, Whiteyear. Échanger la position de deux cartes dans la file abolitionniste. Une carte ne peut pas être échangée avec un emplacement vide. D'accord. John Greenleaf Whiteyear était un poète quaker nord-américain renommé et un ardent défenseur de l'abolition de l'esclavage. On a sa photo. Ok, John Greenleaf Whiteyear. Ok, je l'ai mieux prononcé là. Ensuite, on a Theodore Wild. Déplacer un esclave présent dans une plantation dans n'importe quelle case sudiste verte avec aucun effet. Ça, c'est top. Avec aucun effet. Si je comprends bien, on ne déplace pas de chasseur avec aucun effet. On prend pas de thunes, on déplace pas de chasseur. Voilà. Bon, ok. Donc, abolitionniste américain plus particulièrement connu pour sa compilation American Slavery as It Is. Testimony of a Thousand Witnesses. Bon. Theodore Wild. Ok. Donc des cartes intéressantes là a priori. Donc cette carte marché est défaussée. On l'a géré, ça va. Bien, cette fois on a fini le tour. Donc on passe au tour suivant. Alors maintenant je vais pouvoir utiliser les super Z de jeu. Je pense que c'est bon.
et on va pouvoir avancer un peu plus logiquement et rapidement. Donc pour le second tour, on va essayer de conserver notre couloir ici à l'ouest, attirer les chasseurs dans cette zone pour qu'ils laissent notre couloir tranquille justement, et puis utiliser la voie maritime là à l'est jusqu'à Boston pour ensuite essayer de nous glisser vers le Maine là-bas et partir au Canada par cette voie-là. Ce qui me semble intéressant. Maintenant, la condition sine qua non, c'est de faire en sorte que ces deux chasseurs regagnent le centre, notamment en déplaçant ce cube et en lui laissant quand même, il faut qu'on laisse à cet esclave une option de dégagement. Voilà. Et donc si on libère cette zone, cette case et cette case, il aura des options de dégagement, sachant qu'il ne peut pas revenir en arrière par là. Il sera obligé de passer par le nord, la Caroline du Nord, et de prendre un risque là conséquent. Hein. Mais c'est ce qui va attirer aussi ce chasseur vers lui. Cet esclave-là, lui, on va payer, grâce au soutien, on va payer $1, il va prendre la voie maritime jusqu'au large de New York, là. Ouais, j'ai envie de faire ça, jusqu'au large du Marineland. Voilà, bon, grosso modo, c'est ce que va faire nos stratégies. Hein. Mais là, au début du tour, c'est la phase des chasseurs, déjà. Donc, le chasseur triangle jaune va se déplacer. Ça, c'est quoi? C'est l'ouest. C'est l'ouest ou l'est? C'est l'ouest, ouais. Voilà. Les flèches blanches sont vers l'ouest. Donc, il va se déplacer de 2 à grande vitesse vers l'ouest, alerté, du coup, par notre passage, certainement. Donc, 1, 2. Donc, il se retrouve à Cleveland. On voit que là, les chasseurs d'esclaves sont quand même aux aguets hein, dans le centre. Là, ils veulent pas qu'on passe. Il y a une espèce de frontière là qui se forme dans les États du Nord. C'est quand même pas dingue. En tout cas, passer par les grands lacs, c'est exclu. Hein. C'est complètement exclu pour l'instant. Ensuite, on passe à la phase organisation. Phase d'organisation, donc c'est là où on va pouvoir acheter un jeton de soutien, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous reste à acheter? Il nous reste le jeton de soutien, le jeton conducteur. De toute façon, on va l'acheter direct, celui-là. Ah ouais. Alors, combien on a de thunes lors de la phase action? Ouais, c'est pas la phase action, là, c'est la phase organisation. Combien on a de thunes? Là, on a 5 et 5, 10. Donc, on a de quoi acheter le jeton. Le jeton soutien éventuellement. On a de quoi acheter le jeton conducteur avec 2. Et le jeton collecte de fonds est gratuit. Donc il va falloir choisir. Est-ce qu'on active la deuxième période tout de suite? Ou est-ce que... ça j'en sais rien, j'ai pas le recul. Après, je vais avoir beaucoup d'esclaves dans les petites villes, donc potentiellement on peut récupérer pas mal d'argent. Donc on va peut-être aller, parce qu'on a le droit de prendre que 2 jetons, donc on va peut-être prendre la collecte de fonds là. Parce que si on prend ce jeton, la collecte de fonds sera plus disponible. On va passer à cette collecte là. Ouais, et puis on va garder les $10 pour le prochain coup, quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Donc je vais déjà acheter le jeton conducteur pour $2. Donc j'achète ce jeton. Alors je vais le prendre mais je le défausserai pas, je le remettrai à sa place quand je l'aurai joué. Je vais garder ces $10, mais en revanche je vais prendre aussi le pion Fundraising pour aller chercher de la thune une fois que les esclaves sont allés dans les petites villes pour récolter un max de dollars. Voilà, donc ça c'était la phase organisation. Bon, on va voir si ça tient. Jeton conducteur c'est fait, jeton levé de fonds c'est fait. Phase action. Donc là, grâce au prédicateur, enfin
parce qu'on a le prédicateur, on prend 1 $ au début de cette phase. Ce dollar va nous servir à payer le déplacement de cet esclave par bateau, là, jusqu'ici. Ça, c'est clair. Et ensuite, on fera progresser trois personnages, en fait. Ouais, alors il va bien falloir réfléchir. Bon, de toute façon, on va commencer par jouer ce jeton-là. Donc, on a 3 esclaves à faire bouger. Il faut déjà qu'on sorte de cette plantation. Ici, on a 5. Dans le prochain marché, il y a 5 esclaves qui vont arriver. Dans les plantations, on a 4 places disponibles. Donc, il faut qu'on en libère au moins une. Ce qui veut dire que potentiellement, on peut faire avancer ailleurs d'autres personnages, d'autres fugitifs, en fait, dans leur périple. Lui, je le ferai bien tout de suite progresser, tenter cette voie-là. Allez, je paye 1. Il prend le bateau, il arrive à choper un bateau, et il part ici déjà. Donc là, j'ai fait un déplacement de 1. Parce qu'on voit que c'est... là, c'est pas un emplacement. Il faut vraiment aller sur un emplacement. Le chasseur, là, n'est pas relié. Il n'alerte aucun, d'ailleurs, chasseur. Ça, c'est bien. Il est relativement préservé, il passe au large. Ça, c'est intéressant. Je ferais bien avancer celui-ci, mais le problème, c'est si je le fais avancer, il se fait choper, là, juste à la frontière. Donc, on va pas le faire progresser maintenant. On va faire progresser, pour suivre nos plans, celui-là. Pouf, il avance de 1, et forcément, comme il avance de 1, le chasseur venant de New York avance sur Washington et le chasseur venant de Chicago avance sur Cincinnati. C'est chaud. C'est hyper chaud pour lui. Hein. Là, il a 2 chasseurs sur sa trace. Ils vont à la croisée des chemins. Le bon côté, c'est qu'il peut, il a une voie ici, là, où il peut se sauver. Parce que le chasseur orange ne dépassera pas cette zone. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse une marche arrière. Le risque aussi, c'est que du coup, si j'avance un pion là, tout de suite, eh bien, le chasseur viendra s'emparer de cet esclave. Donc, il ne faut pas que je le fasse maintenant. Donc là, j'ai 3 emplacements. Parce que là, j'ai déplacé combien d'esclaves? J'ai déplacé lui. J'ai déplacé lui. C'est risqué comme manœuvre. Est-ce que je déplace celui-ci? Voilà. Bah non, de toute façon, il faut que je libère une place. Donc, je déplace un dans cette plantation. Allez, hop. Ou alors de la petite, si je peux. Non, elle est pleine, celle-là. Je déplace, je vide un peu cette plantation de l'ouest. Ok, il y a un esclave là qui arrive à partir, qui a pris le chemin du Missouri. Il est en Arkansas déjà. Donc, il avance bien. Ce chemin-là a l'air exploitable, mais bon, là au nord, c'est un peu plus chaud quand même. Voilà, on a dépensé notre jeton. Celui-là, c'est le gris, donc on le remet à sa place. Il sera toujours disponible. Maintenant, on a le jeton levé de fond qu'on peut utiliser. Et en fait, il va être valable sur toutes les cases où on a un esclave, enfin sur toutes les villes, toutes les petites villes vertes où se situe un esclave. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est une ville verte, même c'est plus de... D'ailleurs, j'ai pas pris d'argent. Si, pour Saint-Louis, j'ai pris de la thune. Là, non. Là, j'avais pris l'argent. Bon, là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc on prend 5 $. 5 $ de collecte, c'est pas mal. Et du coup, on défausse ce pion, ce jeton. Notre phase d'action au niveau des jetons se termine. Maintenant, donc on a pas mal de thunes, on va peut-être pouvoir... acheter une carte. Alors, déplacer... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le libérateur, non. Sainte-Catherine, Ontario. C'est intéressant, mais il faut être dans une grande ville nordiste. C'est pas notre cas.
Faudrait être à Chicago, par exemple. Donc non, séminaire théologique. Attention, elle coûte 2 $ celle-là. Déplacer 2 esclaves d'une case chacun ou acheter un jeton pour 2 $ de moins. Ouais, non. Mais bon, on va prendre ça pour acheter des déplacements. Donc elle vaut 2 $, sauf que nous, l'achat d'une carte abolitionniste, donc ça c'est le rôle du prédicateur, coûte 1 $ de moins lors de la phase action. Donc on peut l'acheter pour 1 $. Hop, donc on dépense 1 $. Et donc cette carte nous permet de déplacer 2 esclaves sur les chemins ou d'acheter un jeton moins cher. Moi j'ai envie de déplacer 2 esclaves. Parce que là il y en a qui... Eh ben, si on déplace celui-là ici par exemple, il va attirer le chasseur orange à Ripley. Par contre, il sera plus sur le chemin du marron, là, enfin du chasseur de New York qui le menace directement. C'est peut-être pas mal. Et du coup... Ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai le droit qu'à 2 déplacements. Est-ce que je peux ressortir un esclave là? Non, mais lui, je vais le sauver, lui. Hop. Allez, un déplacement déjà, bam. Donc le orange se déplace à Ripley, mais lui, il bouge pas, puisqu'il n'y a plus d'esclaves ici. Il quitte la route. Donc bon. C'est pas mal. Et puis à la limite, sinon, on fait ça, et celui-là s'approche, ce qui libère le chemin ici, pour cet esclave-là. Mais attention après à ce qu'on fait. Hein. Parce que là, si il y a un jet de dés au prochain tour, on perd directement un esclave là. L'autre option, c'est d'avancer là-bas et de rééloigner le orange. Ce qui peut être une autre option. Ouais, comme ça on balade le orange, ouais, c'est peut-être pas mal. Ouais, je fais ça, allez. Donc j'avance cet esclave-là, il avance vers le nord, là il avance bien, et il prend 1 $ en plus. C'est pas mal. Voilà, et du coup, le chasseur orange retourne à Cincinnati. Il est pas... Ses tuyaux sont quand même percés à lui, hein, tant mieux. Là, c'est bien, parce que du coup, vraiment, on a une centralité qui s'instaure là pour les chasseurs, c'est pas mal. Du coup, notre carte a été totalement consommée. On la défausse. Et on est... alors, au niveau de la phase action, est-ce qu'on a tout fait? On a joué des jetons. On a levé des fonds. On a acheté une carte abolitionniste. On a fait la capacité de la carte de rôle. L'action spéciale, non. Ensuite, on passe à la phase marché aux esclaves. Alors, j'espère qu'on a libéré assez de place. Ouais. On en a 5 piles. Donc, phase marché aux esclaves. Ce bateau-là à accoster. Et du coup, eh bien, nos plantations se garnissent de nouveaux arrivants. Voilà, donc là, on est à la limite du supportable dans les cases. Voilà, et donc on défausse ce marché-là. Les autres bateaux progressent vers la côte. Et on a, on en a un plus important là, qui arrive avec plus d'esclaves à son bord. On se dit, mais ça n'arrête jamais, quoi. C'est effrayant. C'est effrayant. Comme on n'a même pas réussi à en libérer un, encore que ça arrive en grand nombre. C'est assez flippant. Voilà. Là, ce sont les hommes et les femmes qui ont été enlevés et qui arrivent comme ça par bateau entier.
Et puis nos plantations sont complètement remplies. Il faudra qu'on se débrouille là pour libérer 4 positions. Si on ne fait pas ça, on est fichu. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, on en a 4 juste, mais en faisant progresser, donc il y aura une espèce de séquencement à trouver quand même pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Une des clés, ça va être ici, je pense. Puis on a là aussi, je n'avais pas vu. Enfin, là, on a 2 clés possibles. Une là, si on arrive à faire bouger celui-ci. Bon, sinon, elle reviendra là. On va voir. Donc la phase de marché est terminée. On est à la phase lanterne. Donc la phase lanterne, c'est retirer de la file abolitionniste les cartes situées sur l'emplacement le plus à droite. Donc comme nous sommes en solo, on retire ces 2 cartes. Elles sont défaussées du jeu. Et ensuite, les cartes génériques ou réserves sont simplement défaussées. Par contre, certaines cartes opposition, c'est pas le cas. Les joueurs vérifient les conditions de victoire, non. Décaler vers la droite les cartes restantes. Voilà, on décale. Puis, piocher des cartes abolitionnistes de la période en cours afin de remplir de nouveau et complètement la file. Donc, allez, on prend une. C'est une carte blanche. Donc ça va être une carte, comment elle s'appelle celle-là déjà? Carte blanche, ça s'appelle les cartes, pas spéciales, mais... Si, les cartes spéciales. Alors celles-là, on peut les garder, les conserver dans notre emplacement. Carte réservée. Carte réserve. Voilà, première carte. Deuxième carte. Ah, ça y est. Ce sont des cartes opposition qui apparaissent. Donc, Elijah P. Lovejoy. Seuls les esclaves présents dans les grandes villes sont pris en compte lorsqu'un joueur joue un jeton levé de fonds. L'effet s'applique tant que cette carte est dans la file abolitionniste. Et que dit le fluff là? Lovejoy, rédacteur du journal anti-esclavagiste le Alton Observer, a été tué par une foule pro-esclavagiste pendant qu'il tentait de mettre le feu à un entrepôt. Ouais, donc ça c'est une tentative malheureuse. Et en plus ça a desservi la cause, quoi. C'est pour ça que ça nous ralentit. Et du coup on est, comme il a fait un acte un peu terroriste, un peu, considéré en tout cas comme terroriste, les levées de fonds ont été paralysées puisqu'il s'est attiré les foudres de la population, quoi. Ouais, ouais, c'est le genre d'excès qui peuvent contrecarrer des objectifs pourtant très louables. Hein. Bon, enfin ouais, il a été puni parce qu'il a été tué direct. Donc voilà, cette carte-là, l'effet s'applique tant que cette carte est dans la file abolitionniste. Donc si on veut se débarrasser de cette carte, il faut l'acheter en fait pour la défausser. Donc voilà, et on pioche une autre carte. Alors, on pioche une seconde carte orange. On va la mettre de côté, puisqu'il ne peut y en avoir qu'une dans la file abolitionniste. On pioche encore une carte orange, donc on la met de côté. Et ouf, il nous reste une carte générique. Donc ça va, on peut remettre ces 2 cartes-là dans la pioche. Par contre, si prochain tour, on est toujours dans la même époque, on va tirer ces cartes. Et elles seront applicables. Donc pas cool. Donc on a intérêt à pouvoir acheter notre jeton d'époque là-haut. Notre jeton soutien. Donc ça, c'était la phase maintenant... Enfin, la phase... comment elle s'appelle déjà? La phase lanterne. Et... bien, il faut se souvenir qu'on a ce fameux... cette fameuse carte-là qui nous handicape. Donc, on va passer au 3e tour. Donc, on reprend phase chasseur d'esclaves. Donc, on va de nouveau... Bah ouais, forcément, ils se retrouvent un peu, là, ils se concertent. Et ils vont se répartir le boulot, le sale boulot. Cette fois, c'est au joueur pentagonal de se déplacer. Il va se déplacer aussi vers l'ouest. Il se doute de quelque chose, les types là. Et donc il va
il va se rendre à Chicago. Ouais, ça ne nous arrange pas du tout, du tout. Ça me gonfle. Il y avait plein d'autres options. Non, non, faut qu'il aille où ça ne nous arrange pas, parce que nos gars arrivent, quoi. Il va falloir qu'on recalibre un peu tout ça. En plus, on a du monde là à sortir. Bon, phase d'organisation. Là, on n'a pas 50 choix. Il va falloir qu'on achète ce jeton-là pour 2. 1, 2. C'est fait. Et notre jeton d'époque, là-haut, notre jeton de soutien pour 10. Voilà. Ce qui fait qu'on va libérer, on va activer la prochaine colonne. Donc on pourra aller chercher des pions dedans. Je vais vérifier, mais là je vais finir cette phase, ce tour-là avant. Donc la phase d'organisation est terminée. Phase action. On peut acheter une carte tout de suite. Alors, ce qui est pas mal, c'est celle-là. Déplacer un esclave présent dans une plantation dans n'importe quelle case sudiste verte avec aucun effet. Je serais bien tenté d'acheter ça donc pour 1. Sachant qu'on est dans la phase action, donc on prend un jeton, enfin $1, qui va nous servir à financer cette carte. Direct, Theodore Wild. Et du coup, déplacer un esclave présent dans une plantation dans n'importe quelle case sudiste verte. Et je serais bien tenté de prendre un esclave dans cette plantation et de l'emmener là-haut. Là. Ce qui fait que ça ne bougera pas le chasseur d'esclaves. Ce qui pourrait être pas mal parce que du coup, quand on va déplacer... Ouais, par contre, ça tend un peu la zone là. Qu'est-ce qu'on a comme option sinon? On a lui qui peut venir là sans faire bouger celui-ci. Ce qui est pas mal aussi. Ça nous dégage un truc. Une ville là. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas mal. Alors ce cube-là peut tout à fait aller à Saint-Louis, puisqu'on peut avoir 4 esclaves dans Saint-Louis qui se perdent dans les rues, sans être remarqués, qui se fondent dans la foule. Hein, donc ça peut être pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a comme option? Une case verte. Ou alors après ici, mais il y a un risque. Mais il pourrait dégager directement sans attirer l'attention du... Ouais, c'est pas mal ça. Alors là, prise de risque. On met un gars de la plantation de l'Est, là, de Floride, ici. Comme ça, ça ne fait pas bouger ce chasseur-là. Ni celui-là. C'est peut-être une bonne option. Parce que celui-ci va quitter la zone. Et à ce moment-là, il prendra le bateau. Ah oui, pas mal. À ce moment-là, pourquoi pas prendre le bateau directement? Parce que ça nous laisse une autre option. Ouais, pourquoi pas? Allez, on va faire ça. De toute façon, il faut se décider. Allez, je défausse Theodore Wild. Et je joue ça. On verra si c'est une bonne idée. Et du coup, il n'y a pas d'autre effet. Hein. C'est bien ce qui est indiqué sur la carte. Avec aucun effet. Donc ça, c'est top. Aucun effet autre. Très bien. Et puis du coup, on a notre jeton. Donc l'achat d'une carte abolitionniste. Est-ce qu'on peut en acheter une autre? Je vais regarder dans la règle. Est-ce qu'on peut acheter plusieurs cartes? Action, acheter une carte abolitionniste. Non. Vous ne pouvez acheter qu'une seule carte abolitionniste de la file par phase action. Ouais, bah, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on a comme option? Bah là, on va jouer notre jeton conducteur. Hein. Alors déjà, un là-haut.
Il est sauvé. Celui-là, ouais, mais si je fais ça, je libère pas d'espace. Il nous faut 4 places. Non, c'est pas maintenant. On va le laisser encore là-haut. Non, il faut que je libère de l'espace. Donc, un ici. Ouf. Là, il faut pas, parce que sinon je fais déplacer celui-ci, je perds cet esclave-là. Ah, c'est chaud, là, déjà. Ah ouais, c'est chaud. Donc, j'en ai fait déplacer un, là. Ensuite... Ah, celui-là, j'avais pas capté que je ferais déplacer le chasseur marron, là. Pff, voilà. Ah, purée. Je me suis trompé dans mes calculs. Un. Bon, de toute façon, celui-là, il va aller là. 2. Mais ça fait déplacer celui-là. Ah bah voilà. 2. Donc ça, est-ce que c'est bien? Ouais, 2. Et le dernier. Ah la vache. J'aurais peut-être intérêt à emmener celui-ci à Boston. Ah oui, ça libérerait ça. Mais bon, là, je vais avoir un problème, là. Oh la vache, oh, c'est tendu. Je vais devoir perdre un gars. Mais je vais faire ça parce que du coup, je vais attirer celui-ci là-bas, quoi. Donc 3. Il arrive à Boston. Du coup, ce chasseur se déplace. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Quelqu'un qui se déplace. J'ai déplacé 3 esclaves. Donc ce jeton est remis à sa place. Ah, c'est chaud. Donc j'ai que 3 emplacements de libérés dans mes plantations là. C'est-à-dire que bah, ils vont être surpeuplés, donc je sais plus ce qui va se passer, mais ça va être galère. En termes d'action, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai déjà acheté les jetons, j'ai déplacé. Bon. Bon bah je crois qu'il faut se résigner. Allez, on passe à la phase marché. Donc ce bateau arrive dans les plantations et là. Nos pauvres esclaves arrivent dans des plantations bondées, y compris en Alabama, et il y en a un là qui n'a pas de solution. Donc qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je regarde la règle. Donc oui, en fait là les esclaves qui ne peuvent pas être accueillis dans les plantations, en fait meurent de maltraitement, de mauvais traitements dans les bateaux ou dans le marché, donc on va le placer ici, dans le cimetière là, d'esclaves. Et donc c'est notre premier esclave perdu. Mais bon, faut pas se leurrer, hein, il est mort. Ah, je suis dégoûté. Ah, j'ai fait une erreur, mais bon, voilà, quoi. Ah, les boules. Il me restait une place là, mais je sacrifiais cet esclave avec tout le chemin qu'il a parcouru. Je pouvais pas faire ça. De toute façon, les choix sont cornéliens. On avance, lui, il se fait rattraper. De toute manière, il retourne dans le marché, ça revient là. Et de toute façon, il y en a un qui va mourir. Sinon, je le faisais mourir. Bon, autant que je garde le bénéfice de son échappée, quoi. Mais tu parles d'un choix. Franchement, tu parles d'un choix. Bon, c'est terrible. Pour clore la phase marché, on avance les cartes. On tire, il y a un nouveau bateau qui arrive. Moi, bon, c'est des marchés, mais alimentés par des bateaux. Donc, je dis que c'est des bateaux. Et donc là, ce sont 5 nouveaux esclaves qui commencent à voir la terre à l'horizon. Les côtes américaines. Mais bon, un siècle plus tard, ce sera pas ressenti pareil, mais là, dans ces années 1800, l'accueil n'est pas
n'est pas tout à fait convivial, disons-le. Donc là, notre première esclave perdue, là, ça me... Ah, c'est assez bouleversant. Voilà, bon, on va arrêter là ce premier épisode, le temps que je m'en remette un peu. Et puis, le tour suivant sera le début d'un second épisode. Comme ça, on a le temps de digérer déjà les premières règles. On voit, hein, ce jeu est compliqué, mais autant que la situation devait l'être pour les esclaves en fuite. On voit que celui-ci est presque aux portes du Canada. Il a certainement une chance de s'en sortir. Là, je suis en train de voir que j'ai fait une erreur de déplacement. Lui, il n'aurait pas dû se déplacer là. C'est lui qui aurait dû se déplacer. Je vais corriger ça tout de suite. Voilà. Rien n'interdit aux chasseurs de se croiser dans les grandes villes. Donc oui, c'est ça. Donc là, j'ai corrigé, c'est bien. Là, il n'y a pas d'erreur. Là, il n'y a pas d'erreur. Là, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est bon. Le reste, c'est bon. Donc ouais, lui, il est aux portes de la liberté. Donc bon, ça devrait bien se passer. Sauf si lui bouge de 2. Là, on est mal. On verra au prochain lancer. Là, la situation est bouchée. Il va falloir forcément faire des choix. Ça va être compliqué aussi. Maintenant, la porte de sortie, c'est la voie maritime, sachant qu'on a de quoi payer. Celui-ci, là, il va quitter la route marron pour gagner le New Hampshire. Là. Donc, pour lui, l'horizon commence à se dégager. Et ce qui va être bien, c'est qu'il va tirer le chasseur de Chicago sur la route. Vers Détroit et donc l'éloigner et du coup de notre couloir là, préservé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc lui, on va le déplacer en priorité. Maintenant, la difficulté là, ça va être de savoir comment on va faire progresser les autres. Donc c'est un vrai... On va être confronté à des dilemmes. Mais bon, après, notre tactique, elle tient, sauf que ben, ici, ça se bouscule et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Avant de nous quitter, on va quand même faire la phase lanterne. Donc on déplace toutes ces cartes. On défausse les deux là. Non. C'était comme ça. On défausse celle-ci. Les autres progressent. Voilà. Et on complète avec cette époque, puisqu'on a acheté le premier jeton de soutien. Donc là, en fait, l'abolitionnisme a progressé aux États-Unis et on arrive à une nouvelle période là, 1859, pardon, qui va marquer comme ça une première avancée, je pense. On le verra au travers des cartes. Hein. J'espère qu'elles seront plus favorables parce que là, la pression est tellement plus grande que si on n'a pas de soutien plus puissant, on risque de perdre le contrôle de la situation. Voilà, bah écoutez, moi je confirme, j'adore ce jeu. Par contre, il est dur, il est vraiment difficile et en plus, il prend un peu aux tripes. Donc, bon, voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut!